Donc cette semaine, nous allons parler un peu de l'histoire des formes de coques et de leur utilité. Maintenant, c'est un sujet qui a essentiellement deux niveaux, soit incroyablement complexe, soit une introduction et un aperçu relativement basique. Puisque nous n'allons pas publier, étonnamment, un cours de 84 heures sur la conception des coques de navires marchands et de guerre, nous allons donc opter pour une approche historique et introductive. Entrons dans le vif du sujet. Ce que nous allons faire, c'est d'abord examiner les 4 principaux aspects que vous devez prendre en compte lorsque vous essayez de décider quel type de coque vous allez utiliser pour votre navire. Une fois les paramètres de base établis et leur variabilité définie, nous allons ensuite examiner un certain nombre d'éléments individuels qui pourraient influencer votre choix de coque au fil de l'histoire, ainsi que d'autres qui pourraient affecter votre choix global à des moments précis de l'histoire. Et comment les gens ont historiquement décidé de l'équilibre entre ces éléments. Donc les 4 éléments de base qui sont presque universellement pris en compte sont la vitesse, la stabilité, le volume et le tirant d'eau. La vitesse. Évidemment, pour les navires de guerre, c'est généralement assez important, mais dans certaines circonstances, cela peut ne pas l'être autant. Et, bien sûr, il peut y avoir de nombreux facteurs qui influencent la façon dont vous atteignez la vitesse que vous avez décidé de viser. Cela peut être des rames, cela peut être des voiles, cela peut être des hélices, cela peut être des roues à aubes, cela peut être tout un tas de choses. Mais de manière générale, lorsqu'il s'agit de vitesse et de choix de la forme de la coque, en général, une coque plus longue et plus fine est meilleure pour la vitesse qu'une coque plus courte et plus large. C'est parce que, pour un navire, il faut avancer dans l'eau, et l'eau est un fluide. Sauf que, contrairement à l'air pour la plupart des applications en ingénierie maritime, l'eau est un fluide que l'on peut considérer comme pratiquement incompressible. L'air, en revanche, peut être comprimé. Et cela signifie que vous devez écarter l'eau de votre chemin pour avancer, presque immédiatement. Si vous considérez ensuite un navire de face, vous remarquerez que la surface transversale totale du navire semble être un peu plus petite que si vous regardez le navire de côté. Et donc, parce que vous devez exercer la force de votre propulsion sur une surface plus petite, il y a moins de résistance de l'eau, pas en termes de moins de résistance par mètre carré ou par pied carré, mais simplement il y a moins de mètres carrés ou de pieds carrés d'eau à travers lesquels vous devez pousser. Si, en revanche, votre navire est très large, alors évidemment vous poussez à travers ou vous dépassez beaucoup plus d'eau, et donc il y aura beaucoup plus de résistance à votre progression. Maintenant, bien sûr, il faut mentionner que parce que vous évoluez dans un environnement 3D sous l'eau, cela inclut aussi le tirant d'eau, l'une des 4 principales préoccupations. Mais en ce qui concerne spécifiquement la vitesse, il y a généralement relativement peu d'intérêt à concevoir une coque très étroite. Cela veut dire que votre tirant d'eau sera bien plus profond. Car au final, vous aurez sans doute encore une grande surface orientée vers votre mouvement. La vitesse dépend aussi de la forme de la proue et, dans une certaine mesure, de la poupe. Mais nous parlerons des détails de certains de ces aspects un peu plus tard. Pour l'instant, cependant, il devrait être assez évident qu'une proue assez arrondie dans la plupart des cas, c'est-à-dire une proue émoussée, probablement quelque peu arrondie, est moins adaptée aux opérations à grande vitesse que les proues au profil relativement effilé. Plus typique des navires des 20e et 21e siècles, ainsi que de nombreux navires du 19e siècle. L'un des autres facteurs majeurs en matière de conception de coque et de vitesse, c'est qu'il faut pas mal de puissance pour déplacer un navire dans l'eau. L'eau est une substance assez dense, et plus vous allez vite, plus vous avez besoin de puissance, et ce n'est pas une relation linéaire. En effet, la quantité de puissance nécessaire pour déplacer un navire, même seulement quelques nœuds plus vite que la vitesse que peuvent atteindre les autres navires, peut être considérablement plus élevée. Et plus vous allez vite, plus cela augmente. Donc, par exemple, si vous avez un navire capable d'atteindre 14 nœuds et que vous voulez un navire capable d'atteindre 16 ou 18 nœuds, c'est possible avec une puissance raisonnablement accrue, à condition d'avoir un navire de déplacement similaire. À l'inverse, si votre navire atteint 28 nœuds et que vous souhaitez dépasser 30 nœuds, vous irez nettement plus vite. Pour commencer, mais l'augmentation comparative de la puissance est nettement plus importante. Maintenant, il y a toutes sortes de raisons hydrodynamiques qui expliquent cela.
Il s'agit d'une discussion sur la conception de la coque liée à l'hydrodynamique, mais ne portant pas spécifiquement sur celle-ci. Donc, il suffit de dire que c'est le cas. Mais l'un des autres avantages d'une coque longue et fine, c'est que lorsque vous recherchez la vitesse et que vous avez besoin de toute cette puissance, la partie longue vous offre beaucoup d'espace à l'intérieur du navire pour installer de nombreuses machines afin de vous fournir cette puissance. Ou, dans le cas d'un voilier, pour installer de nombreux mâts, ou dans le cas d'un navire à rames, pour y mettre beaucoup de rames. Cependant, il existe un certain nombre de compromis en ce qui concerne la forme de la coque et la vitesse. Si vous voulez plus de vitesse. L'un des compromis est que plus votre proue est fine, et donc plus vous pouvez, si vous voulez, fendre l'eau, moins votre proue est flottante. Cela peut aussi avoir des effets sur la tenue à la mer que nous aborderons plus tard. Évitez aussi que la proue ne s'élargisse trop vite, ce qui signifie qu'une partie considérable de votre coque sera relativement étroite, ce qui va limiter ce que vous pouvez en faire. Dans les exemples du XXe siècle, la classe Pensacola illustre ce point. Ces croiseurs, conçus pour la vitesse, avaient une proue fine qui s'étendait loin vers l'arrière, rendant la coque trop étroite à la première tourelle pour y placer une tourelle triple et une barbette sans compromis de conception important. Vous aviez donc des tourelles doubles et une triple en superposition. À l'arrière, là où il y avait plus de volume de coque pour installer la tourelle triple et sa barbette plus large. La vitesse dans une forme de coque nécessite également une forme de coque beaucoup plus finement équilibrée et ajustée. Alors que quelque chose comme une section de ballast légèrement mal placée ou une cargaison disposée dans une section inopportune du navire pourrait compromettre l'hydrodynamisme de la coque sur n'importe quel navire au point d'affecter la vitesse maximale globale du navire. Si vous êtes à bord d'un cargo et que vous ne vous attendez qu'à naviguer, disons en 1916 à une vitesse de 8 à 10 nœuds, eh bien, si vous avez compromis votre répartition des charges au point de perdre 10% de votre vitesse, donc, si vous voyagez à, disons, 9 nœuds au lieu de 10 nœuds, ce n'est pas exactement la fin du monde. Alors que si vous avancez au moteur à 30 nœuds et que la répartition de votre cargaison et de votre lest a compromis votre vitesse, eh bien, il y a de fortes chances que l'effet sur votre vitesse soit en réalité bien plus important que le même type d'effet sur un cargo, en raison du besoin mentionné précédemment de beaucoup plus de puissance et du fait que vous aurez augmenté la résistance dans l'eau ainsi que toutes sortes d'autres facteurs intéressants. Mais même si ce n'est qu'à la même proportion, ce qui serait incroyablement généreux et chanceux pour vous. Une perte de 10% de vitesse à 30 nœuds correspond à une perte de 3 nœuds, ce qui signifie que vous tombez maintenant à 27 nœuds. Ce qui signifie que, par exemple, si vous comparez un cuirassé de traité à votre cuirassé, qui n'est pas vraiment conforme au traité, mais que vous le chargez mal, vous avez maintenant dépensé tout ce poids supplémentaire et toute cette puissance supplémentaire pour rien, parce que le cuirassé de traité, tant qu'il est encore bien équilibré, est maintenant beaucoup plus rapide que vous. L'un des autres compromis que vous faites avec une coque conçue pour la vitesse, c'est que vous avez tendance à être très longue, mais relativement étroite. Cela peut avoir des effets assez négatifs sur l'un des 3 autres facteurs majeurs restants, la stabilité. Maintenant, la stabilité peut sembler être quelque chose d'assez évident. Un navire stable reste droit et la plupart des gens à bord préfèrent rester debout. Parce que si ce n'est pas le cas, l'alternative c'est le chavirement, ce qui a tendance à être généralement assez fatal. Cependant, certains facteurs peuvent influencer le niveau de stabilité souhaité pour votre navire. D'une part, si vous voulez avoir une plateforme qui soit bien au-dessus du niveau de l'eau, vous allez devoir faire des compromis sur la stabilité. Mais très peu de Marines partent réellement en mer avec en gros un radeau lourdement armé. Même les moniteurs américains de la guerre de sécession, qui pour être honnêtes sont probablement ceux qui se rapprochent le plus de la description de radeaux lourdement armés, avaient tout de même des tourelles ou des casemates qui dépassaient largement au-dessus de l'eau, ce qui rehaussait considérablement la coque du navire au-dessus de l'eau. Cela aide aussi pour la tenue à la mer que nous évoquerons plus tard. Mais pour des raisons de stabilité, il faut accepter que votre navire va avoir un certain degré d'instabilité. La question est de savoir quel niveau d'instabilité vous acceptez.
Tous les navires jamais construits ont un point de non-retour et en fait, si vous inclinez le navire à un certain angle à un moment donné, vous atteindrez un angle donné. À ce moment-là, le navire aura tendance à continuer à se renverser sur le côté au lieu de revenir à la verticale. Et une fois que ce point est dépassé, dans presque tous les cas, vous allez couler maintenant. Cela implique 3 concepts assez clés, et ils peuvent parfois sembler légèrement contre-intuitifs, mais j'espère pouvoir les expliquer d'une manière que tout le monde comprenne. Ces 3 concepts sont le centre de gravité, le centre de flottabilité et la hauteur métacentrique. Le centre de gravité est le point à l'intérieur du navire autour duquel il tourne lorsqu'on exerce des forces sur lui, qui provoquent un cela, comme le vent ou les vagues. Alors que le centre de gravité représente le point central autour duquel toute la masse du navire est répartie. Le centre de flottabilité est le centre de masse du volume d'eau déplacé par le navire. Ainsi, dans des conditions normales, le centre de flottabilité sera sous le centre de gravité. C'est important parce que le fait que les deux soient indépendants l'un de l'autre signifie que si un navire roule, vous pouvez voir, le centre de flottabilité se décale par rapport au centre de gravité. S'il s'éloigne trop, la masse du navire le tire vers le bas via le centre de gravité, tandis que la flottabilité pousse vers le haut par le centre de flottabilité. S'ils sont assez éloignés latéralement, le navire chavirera et vous vous retrouverez avec le navire retourné. Cela ne prend évidemment pas en compte tout ce qui se passerait lors d'un chavirement, avec l'eau pouvant s'infiltrer par des trous dus à des dommages, des hublots, des trappes de pont, etc. Nous supposons simplement que le navire est relativement autonome et étanche. Si vous tracez une ligne verticale depuis le centre de flottabilité vers le haut, puis une autre verticale. À travers le navire, en passant par le centre de gravité, si le navire est complètement stable et à l'équilibre, ces lignes devraient se superposer. Cependant, lorsque le navire roule, la ligne tracée à travers le centre de gravité va évidemment s'incliner maintenant parce que tout le navire s'incline. Alors que la ligne du centre de flottabilité reste verticale, l'endroit où ces deux lignes se croisent est appelé la hauteur métacentrique. Ces deux lignes forment deux côtés d'un triangle rectangle. Et si vous revenez au centre de gravité et que vous tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise cette ligne venant du centre de flottabilité, vous formez un triangle rectangle, et cette dernière distance que vous avez tracée est appelée le bras de redressement. Et ce n'est pas writing comme écrire sur du papier, mais writing dans le sens de redresser le navire pour le remettre à la verticale. Vous avez donc maintenant la force exercée sur la masse du navire qui provoque son inclinaison. Vous avez une force qui pousse vers le bas et la flottabilité du navire qui agit vers le haut sur la même distance. Ceci fait donc levier. La question devient alors, à quel moment la flottabilité restante du navire qui pousse vers le haut devient-elle égale à la force qui appuie vers le bas à travers la masse du navire ? Une fois que cela est égal, vous avez atteint votre point de stabilité. Une fois que la masse qui appuie vers le bas à travers ce levier est supérieure à la flottabilité qui pousse vers le haut à travers ce levier, vous allez continuer à chavirer, et évidemment cela peut être modifié par un certain nombre de facteurs. Si vous avez été endommagé au combat et que de l'eau est dans le navire, cela ajoute de la masse. Cela contribue à faire couler votre navire et votre flottabilité est réduite, donc c'est doublement mauvais pour vous. Mais aussi à mesure que ce levier augmente et que le navire continue de chavirer. Les objets très lourds montés en hauteur, comme par exemple les tourelles de canon, exerceront un effet proportionnellement plus important sur la stabilité de votre navire à mesure qu'il gîte, comparé à lorsque le navire est parfaitement stable. C'est pourquoi une coque relativement fine peut être assez problématique, car une coque fine est généralement haute et mince. Il y a donc déjà beaucoup de masse en hauteur dans le navire, donc quand le navire gîte, il est beaucoup plus facile d'atteindre ce point de non-retour. À l'inverse, une coque relativement large offre beaucoup de stabilité, parce qu'il faudra une inclinaison vraiment importante, ce qui demandera énormément de force avant d'y arriver. La majorité de la masse du navire se trouve au-delà de ce point de centre de gravité, à un endroit où elle peut dépasser la flottabilité du navire.
C'est, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles une coque à retour de Galbord, comme on le voit sur les pré-dreadnoughts français et plus récemment sur certaines nouvelles classes de navires, peut offrir une excellente stabilité mais s'avère absolument catastrophique lorsqu'un navire a subi des dommages au combat. En effet, sur une conception à retour de Galbord, la majeure partie du volume de la coque est sous la ligne de flottaison. Son centre de gravité est assez bas. Proportionnellement, peu de masse du navire dépasse la ligne de flottaison, donc lors d'une gîte, la masse en hauteur reste faible, qui tire vers le bas sur ce bras de redressement. À l'inverse, la grande partie sous-marine de la coque offre une forte flottabilité vers le haut. Cela signifie aussi que le navire ne roulera pas très loin. Parce que toute petite force exercée pour faire pencher le navire sera contrée par une force bien plus grande qui le repousse. Le problème, c'est que si vous subissez des dégâts de combat, l'eau commence à pénétrer dans le navire car la coque reste large sous l'eau. Cette eau qui occupe maintenant de l'espace et contribue à la masse du navire se trouve assez loin du centre de gravité et a donc, relativement parlant, un effet considérablement plus important. Cela déplace également le centre de flottabilité du navire et vous pouvez rapidement vous retrouver dans une situation où, à mesure que le navire gîte, vous avez la masse de la partie supérieure du navire, qui tire maintenant vers le bas sur ce bras de redressement d'un côté du centre de gravité. De plus, la masse de l'eau qui est entrée, qui tire elle aussi vers le bas sur un bras assez important, exerce une force considérable. Mais le centre de flottabilité pourrait en fait s'être déplacé de l'autre côté du centre de gravité du navire. Et maintenant, vous avez la force de roulis, les vagues ou autre chose, et la masse de l'eau qui est entrée, etc. La gravité attire le navire vers le bas d'un côté, tandis que la flottabilité le pousse vers le haut de l'autre. Vous avez créé une rotation complète. Le navire chavire vite et facilement. Vous êtes dans une situation délicate. 22 parce que, théoriquement, l'une des façons d'éviter les pires effets de l'intrusion de l'eau est de ne pas avoir autant de cloisons qui retiennent l'eau ici. Il suffit alors de la laisser s'écouler et le navire s'enfoncera progressivement. Comme la majeure partie du volume de votre navire est sous l'eau, cela affectera fortement sa flottabilité globale. De plus, bien sûr, vous savez, maintenant de l'eau traverse votre navire de part en part. Mais tant que vous pouvez garder votre navire intact et sans brèche majeure dans la coque, cela offre une grande stabilité. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux navires de ligne de l'époque de la voile et d'autres similaires présentent également une structure en retrait vers l'intérieur. Parce qu'ils possèdent de très grands leviers appelés mâts qui tirent vers le bas sur le navire à chaque fois qu'il roule, même de façon importante. Concernant la stabilité, notamment des navires de guerre, cela influence aussi l'habitabilité du navire. De manière générale, il faut aussi prendre en compte la période de roulis, parce que cela peut faire la différence entre un navire qui est stable, incroyablement stable, mais complètement inutile comme plateforme de tir, ou un navire qui est peut-être un peu moins stable, mais meilleur comme plateforme de tir. Évidemment, idéalement, vous voulez un navire comme plateforme de tir qui reste aussi stable et à niveau que possible. Dans le plus grand nombre d'états de mer possible, mais cela représente une sorte de cercle vicieux, car l'état de la mer finira inévitablement par faire pencher votre navire d'une manière ou d'une autre, et votre résistance initiale au roulis, peu importe quand cela se produit. Un navire extrêmement stable, donc peut-être un navire très large et relativement bas pour sa hauteur, va avoir un mouvement de redressement énorme. Il va revenir à l'horizontale presque instantanément, dès que la grosse vague, la houle ou quoi que ce soit qui vous a fait pencher disparaît. C'est en fait très mauvais pour l'artillerie parce que cela signifie que dans ce genre d'état de mer, votre navire va passer très rapidement par son mouvement de roulis et cela va peut-être, dans les premiers instants, dépasser la capacité de vos dispositifs de compensation des canons à corriger, à une époque où la stabilisation des canons n'existait même pas. Cela signifie que votre équipage va devoir faire face au fait que leur navire est en train de vivre une sorte de montagne russe latérale. Ce qui, vous savez, étant donné que vous travaillez généralement avec des mèches lentes, peut-être avec des platines à silex, et que vous visez à l'œil nu, etc.
va réduire votre précision à un niveau désespérément mauvais. Ça va aussi secouer pas mal votre navire, ce qui n'aide pas vraiment à sa durabilité à long terme. Même sur des navires plus avancés, comme ceux vus pendant la Seconde Guerre mondiale, cela va mettre à rude épreuve à la fois les canons, les systèmes de stabilisation, les télémètres et leurs opérateurs. Cela implique que vos systèmes de conduite de tir doivent faire tous les réglages nécessaires. Ils vont devoir travailler en permanence car les choses vont soudainement changer de direction à gauche, à droite et au centre, et tout cela va affecter la stabilité et la précision de vos canons. Évidemment, si votre navire roule sur de l'herbe mouillée ou quelque chose d'aussi absurde, alors vous avez le problème inverse. Si votre navire bouge constamment dans tous les sens, alors vous n'aurez jamais un moment de stabilité, peu importe à quel point la mer est calme. Donc, lorsqu'il s'agit de choisir une forme de coque stable pour un navire de guerre, vous avez tendance à vouloir une forme de coque qui soit un équilibre entre les deux. Elle résistera au roulis dans une mer plus calme, mais lorsqu'elle commencera à rouler. Vous voulez généralement une forme de coque qui roulera de manière assez lente, assez douce, même si elle roule un peu plus loin et un peu plus souvent qu'une coque super stable. Cela signifie que la vitesse réelle de changement de votre angle est considérablement plus lente et c'est beaucoup plus facile à compenser lorsqu'il s'agit de tirer des armes. Et une dernière remarque sur la stabilité. Pour un navire de guerre, la forme de coque qui offre cet équilibre parfait, espérons-le, de stabilité sera très différente de la forme de coque qui offre un équilibre similaire de stabilité pour un navire marchand. Parce que les navires marchands transportent généralement beaucoup de marchandises, souvent assez lourdes, qui ont tendance à occuper d'abord les parties les plus basses de la coque du navire, et donc un cargo, un navire marchand est normalement relativement lourd, relativement bas. De nos jours, cela peut changer, mais à l'époque dont nous parlons, c'était généralement là que toutes les marchandises étaient stockées. Alors que pour un navire de guerre, quand vous avez de lourdes tourelles de canon, un blindage de pont, et même dans certains cas un blindage de ceinture, cela peut être installé relativement haut dans le navire, à la fois en termes absolus et aussi par rapport au centre de gravité. Cela va exiger une forme de coque assez différente, car cela doit maintenant être soutenu par la flottabilité et la stabilité globale du navire. C'est pourquoi les cuirassés français d'avant Dreadnought avaient des coques à franc-bord rentrants. Ils devaient supporter toute cette masse assez haut dans le navire. Alors qu'on ne voit pas beaucoup de navires marchands avec des coques à franc-bord rentrants. En lien avec tout cela, bien sûr, il y a le troisième facteur, le volume du navire. Le volume de la coque est extrêmement important car il détermine la quantité de carburant que vous pouvez stocker. Si vous êtes un navire à vapeur, cela détermine la quantité de provisions que vous pouvez embarquer, la quantité de munitions que vous pouvez transporter, le nombre de membres d'équipage que vous pouvez accueillir, le nombre de canons que vous pouvez installer sur le navire, et ainsi de suite. Donc, plus le volume du navire est grand, plus vous pouvez embarquer de choses, plus loin vous pouvez aller, plus vous pouvez faire. Cependant, évidemment, plus de volume signifie une taille plus grande, ce qui veut dire des dépenses plus importantes. Et il ne s'agit pas seulement de vos provisions et réserves statiques dont vous devez vous soucier, vous devez aussi penser aux machines. Si vous choisissez une coque longue et fine pour la vitesse, il faut plus de volume pour loger les nombreuses machines nécessaires à la puissance requise. Vous pouvez désormais accepter des compromis sur l'équipage, l'hébergement ou la quantité de carburant. Un navire avec une autonomie réduite pourrait ainsi diminuer le volume de la coque. Et évidemment, tout ce que vous ajoutez augmente la masse. Donc, vous pouvez finir par avoir un effet de poursuite sans fin. Pour atteindre une vitesse donnée, il faut un certain nombre de machines et donc un volume de coque adapté. Mais si vous voulez aussi associer cette vitesse à une certaine autonomie, il vous faut plus de réservoirs de carburant et plus de provisions. Cela va signifier un volume de coque encore plus grand, sauf que maintenant, comme vous avez augmenté le volume de la coque, vous avez besoin de plus de machines parce qu'elles déplacent maintenant plus d'eau. Et donc, à mesure que la quantité de machines augmente, vous avez maintenant besoin de plus de carburant pour alimenter ces machines, ce qui signifie que vos réservoirs de carburant augmentent en taille. Et maintenant, tout à coup, vous avez un navire plus grand, et maintenant, parce qu'il a plus de masse, vous devez à nouveau augmenter vos machines, et ainsi de suite. C'est pourquoi il existe certaines limites supérieures pratiques à la vitesse à laquelle vous pouvez réellement faire avancer un grand navire de guerre s'il doit parcourir une distance considérable à différents stades. Du moins, pendant l'ère de la vapeur.
Et pour les navires à voile aussi en dehors du vent, qui évidemment constitue un facteur limitant. Il y a le volume de la coque par rapport au nombre de mâts que l'on peut installer, et ainsi de suite. Maintenant, si vous êtes prêt à sacrifier certaines choses, comme la taille des canons et la portée globale, alors vous pouvez réduire cela de façon assez considérable. Et vous pouvez réduire le volume de la coque, et soudainement, vous pouvez peut-être aller beaucoup plus vite. Vous obtenez ainsi un destroyer ou un petit croiseur rapide. Mais il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire de compromis. Par exemple, les provisions. Si vous êtes à l'époque de la voile, votre navire pourrait être affecté à une mission qui pourrait durer des mois, voire des années. Certes, vous pourriez essayer de vous réapprovisionner à différents endroits, mais les intervalles entre ces réapprovisionnements, surtout avec l'imprévisibilité du vent et l'endroit où vous pourriez vous retrouver. Vous devez donc prévoir beaucoup de redondance dans les provisions que vous emportez. Alors que pour un navire à vapeur, vous savez à peu près combien de temps vous allez rester en mer. En partie parce que vous n'avez qu'une certaine quantité de carburant, et en partie parce qu'avec la vapeur, vous pouvez en grande partie décider quand et où vous allez. Donc, vous pouvez vous permettre d'avoir une marge un peu plus étroite sur vos provisions dans un navire à vapeur que dans un navire de l'époque de la voile. En raison de la loi du carré cube, un navire plus grand est plus efficace en volume, mais aussi plus coûteux. La bataille éternelle oppose les constructeurs de navires cherchant à repousser les limites de taille pour obtenir la solution la plus efficace. Et le Trésor, qui doit payer pour cela, qui est nettement moins enthousiaste à l'idée de dépenser des sommes fantastiques pour un seul navire. Donc, pour donner une brève illustration de ce que j'entends par la loi du carré cube, imaginons que vous avez un bloc carré, un par un par un. Peu importe que ce soit un pouce, un pied, un mètre, un centimètre, peu importe. C'est une unité arbitraire de dimension dans toutes les dimensions. Il a désormais une longueur linéaire de 1 dans chaque dimension. Il a un volume d'une unité cubique de mesure et il a une surface de 6 parce qu'il a 6 faces, parce que c'est un cube. Maintenant, si vous augmentez cette dimension linéaire de 1 dans tous les aspects, donc au lieu de 1 par 1 par 1, c'est maintenant 2 par 2 par 2. Maintenant, les choses deviennent intéressantes, donc parce que linéairement, vous avez doublé la dimension, mais en termes de surface, vous avez maintenant 6 faces de 2 par 2, et ces faces de 2 par 2 font, bien sûr, chacune 4. Donc, vous avez 6 fois 4, vous avez maintenant 24. Donc, comparé aux 6 que vous aviez auparavant, vous avez multiplié la surface totale par 4. Mais en termes de volume, vous en avez maintenant 8, parce que vous en avez 2 le long de chaque arête. Donc 2, multiplié par 2, multiplié encore par 2, ça vous donne 8. Votre volume est passé de 1 à 8, il a donc été multiplié par 8. Une bonne façon d'illustrer cela serait de regarder, par exemple, la plupart des grands destroyers de la Seconde Guerre mondiale, de classe Fletcher, de classe Tribal, quelque chose de cette taille. Maintenant, regardez les cuirassés des années 1930 et 1940 peut-être, à l'exception du Yamato. Vous constaterez généralement que la plupart des cuirassés font 2 fois et demi à 3 fois la taille des destroyers. Cela dépend de la dimension que vous considérez. Cela peut aller jusqu'à environ 2 fois la longueur, mais généralement 2 fois et demi à 3 fois la largeur. Le tirant d'eau et la hauteur au-dessus de la flottaison sont souvent 2,5 à 3 fois plus élevés. Donc, on peut faire une moyenne à environ 2 fois et demi, un peu plus de 2 fois et demi la taille, linéairement. Mais, bien sûr, la plupart des destroyers de ce type de déplacement que nous venons de mentionner sont autour de 2000 tonnes, ou un peu plus. Et gardez à l'esprit que le déplacement est une mesure du volume d'eau que le navire doit déplacer pour flotter. Alors que la plupart des cuirassés font 35 000 tonnes de plus, donc bien plus qu'un facteur de 10, ce qui correspond à 25 à 3 fois contre 2 fois qui fait 8 fois. Donc, une fois que vous avez choisi la forme de votre coque, en ce qui concerne la vitesse, la stabilité et le volume interne que vous pouvez avoir, tout cela est pris en compte. Vous devez aussi vous préoccuper de quel sera votre tirant d'eau. Le tirant d'eau peut avoir de nombreuses implications différentes selon l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans le temps ou la géographie. Par exemple, à l'époque de la voile, avoir un navire avec un tirant d'eau relativement profond pour la taille des navires construits, la plupart des nations ne s'en préoccupaient pas vraiment.
C'était un vrai problème pour les Néerlandais et dans une moindre mesure pour les Suédois et Russes en Baltique. Parce que dans ces régions, il y avait des mers très très peu profondes. Et si vous aviez un navire avec un tirant d'eau trop important, vous ne pouviez pas vraiment naviguer en toute sécurité dans votre propre région, car vous risquiez de vous échouer quelque part. Dans la plupart des ports anglais, écossais, français, espagnols, etc. À cette époque, un navire en bois pouvait avoir un tirant d'eau maximal. Et cela ne posera probablement pas de problème dans la plupart des cas, à moins que vous n'essayiez de remonter une rivière. C'est à cela que servent les dragues. Avec le temps, une étrange inversion survient, parce qu'avec l'arrivée de la vapeur, il devient plus facile de draguer les chenaux. Ainsi, des gens comme la marine néerlandaise peuvent en fait se permettre des navires avec un tirant d'eau beaucoup plus important parce qu'ils peuvent maintenir certains chenaux ouverts vers et depuis leur port en eau profonde. Alors que lorsque les navires en fer puis en acier deviennent plus grands, leur tirant d'eau augmente donc. Ces nations, autrefois indifférentes à leurs navires de guerre et tirants d'eau, ont soudain pris conscience que c'était un problème tout à fait considérable, à tel point que certaines marines ont dû prendre des décisions de conception spécifiques, acceptant des formes de coques qui n'étaient pas nécessairement idéales pour leurs objectifs globaux déclarés. Tout simplement parce que sinon les navires n'auraient pas pu entrer dans certains ports. Et, bien sûr, il y a d'autres problèmes, comme est-ce que les dimensions linéaires de votre navire vous permettent d'entrer dans certains bassins de radoub? Mais cela relève davantage d'une limitation de l'infrastructure que d'une considération concernant la coque elle-même. Et le tirant d'eau, comme nous l'avons mentionné plus tôt, peut avoir des effets sur tous les autres facteurs majeurs. Une coque à tirant d'eau profond vous ralentira, alors qu'une à faible tirant d'eau le fera moins généralement. Une coque à tirant d'eau plus profond a tendance à vous offrir un peu plus de stabilité. Une coque à tirant d'eau plus faible peut vous offrir moins de stabilité. À moins, bien sûr, que vous n'ayez un navire très large, auquel cas cela pourrait ne pas être le cas. Par exemple, un monitor comme ceux des Premières et Secondes Guerres mondiales pouvait être très large. Il était nécessairement lent, avait un bon volume de coque pour supporter des canons très lourds, mais son tirant d'eau, parce qu'il devait opérer près des côtes, était très faible. Et donc, lorsque vous prenez tous ces facteurs en compte, vous commencez à comprendre un peu pourquoi différents types de navires semblent suivre certaines tendances de conception. Les destroyers et la plupart des croiseurs visent une très grande vitesse, donc ils ont tendance à avoir des coques plus longues et plus fines que les cuirassés. Ceux-ci sont sans doute plus préoccupés par la stabilité à cause des canons très lourds au-dessus d'eux. Ils ont besoin de beaucoup d'espace pour stocker leurs provisions. Les croiseurs de bataille ont encore plus de volume parce qu'ils ont besoin de vitesse, ils ont besoin de stabilité, mais ils ont aussi besoin d'énormément de volume pour leurs machines. Ils ont également tendance à avoir un tirant d'eau légèrement plus faible, parce que, encore une fois, cela aide à la vitesse, et ils accepteront peut-être une légère réduction de la stabilité, toujours au profit de la vitesse. Donc, vous avez esquissé les dimensions et les proportions de base de votre coque. Maintenant, les détails commencent. Et les détails fins peuvent varier selon le type de navire que vous construisez et la période à laquelle vous vous situez. Alors, passons en revue certains de ces autres petits détails relativement brièvement. La durabilité est un aspect à considérer. La question de savoir à quel point vous voulez que la coque de votre navire de guerre soit durable peut sembler évidente, mais en réalité, c'est encore une fois un peu plus complexe. Par exemple, si vous construisez une trière pour la marine grecque de l'Antiquité, vous ne vous souciez pas particulièrement de la durabilité du navire, d'une direction perpendiculaire. Oui, vous allez probablement être percuté de cette direction, mais pour être tout à fait honnête, cela va de toute façon causer beaucoup de dégâts. Là où le principal choc, espérons-le, celui où vous percutez l'ennemi va venir, c'est de l'avant. Donc, vous voulez que votre trirème soit très résistante aux impacts venant de l'avant. Vous ne voulez pas qu'elle se casse au moindre choc. Et cela va continuer à dominer la conception des galères et d'autres navires similaires en Méditerranée pendant une longue période, jusqu'au Moyen Âge. Idéalement, il faudrait un navire résistant à un certain degré d'éperonnage latéral. Et certains navires plus grands construits à l'époque l'étaient. Mais en revenant à ces autres considérations, les quatre principales, vous voulez être assez rapide. Donc si vous allez construire un navire qui est très long linéairement et très solide linéairement, alors si vous voulez qu'il soit rapide, votre puissance et vos combats proviendront surtout des rames.
et peut-être une voile, alors vous ne pouvez pas forcément vous permettre le poids supplémentaire qu'il faudrait ajouter sur les côtés pour le rendre particulièrement durable. Stabilité. Eh bien, vous savez, les trirèmes naviguent principalement en Méditerranée. Elles ne sont pas particulièrement connues dans cette région pour survivre aux tempêtes. C'est vrai, car la Méditerranée est souvent soit calme, soit agitée au point de se demander pourquoi sortir du port. Espèce d'idiot, Hull, le volume sur une trirème peut être assez faible. Je veux dire, tu as beaucoup de rameurs à bord, c'est vrai. Tu as aussi quelques soldats à bord. Mais tu n'as pas besoin d'une énorme quantité de provisions, parce que tu ne vas pas particulièrement loin, ni pour une durée particulièrement longue. Tu pourrais même t'arrêter pour la nuit, et tes navires vont passer beaucoup de temps stockés sur la terre ferme. Tu n'as donc pas besoin de provisions pour de longs trajets ou ce type de choses. Et encore une fois, tu veux garder le volume aussi bas que possible, parce que le volume le plus bas possible signifie la quantité minimale de coque, ce qui veut dire la vitesse la plus élevée possible. Ce qui revient encore au fait que ta vitesse principale et ta capacité de manœuvre au combat vont être assurées par tes rameurs, qui ont une quantité d'énergie limitée. Pour les mêmes raisons, tu veux qu'ils aient un faible tirant d'eau. Mais si tu choisis un autre type de navire de guerre, comme le navire en bois à voile, tout est presque à l'opposé. Oui, tu aimerais avoir de la vitesse, mais tu as vraiment besoin de stabilité. Tu as vraiment besoin que le navire soit durable. Durable signifie construit de façon très robuste, donc plus de stabilité car un navire lourd doit être très stable. Le volume de ta coque doit être suffisant car, comme dit plus tôt, tu pourrais partir en mission des mois, voire des années. Et ton tirant d'eau va aussi être assez profond parce qu'à l'époque de la marine à voile, tu as beaucoup de lourdes pièces en fer plus haut. Soutenir tes canons et servir de canon aussi, ainsi que supporter les projectiles tirés par ces mêmes canons. Et donc, tu as besoin d'un déplacement assez important par rapport à quelque chose comme une trirème pour que tout reste à flot. Pour donner un exemple plus moderne, les destroyers pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils n'étaient pas particulièrement connus pour leur durabilité sous les tirs d'artillerie. Les cuirassés, en revanche, étaient censés être très résistants sous les tirs d'artillerie. Et cela, en partie en tenant compte de ces 4 autres facteurs majeurs, influence également la forme de leur coque. Le matériau dont vous disposez influencera également la forme de votre coque. Le bois est le matériau de construction privilégié pendant la grande majorité de la période où les navires de guerre existent. Le bois a certaines limites. Vous pouvez construire une proue très effilée en bois. Les navires clippers en sont un bon exemple, mais un navire à proue effilée est, relativement parlant, assez fragile. Quand il s'agit de quelque chose comme le combat, les armes à feu peuvent facilement tirer à travers. Il n'y a pas énormément de structure à cet endroit parce que, vous savez, c'est assez fin. S'il touche quelque chose, il pourrait le casser. Il est donc important de garder votre arc attaché. Si jamais vous finissez par toucher quelque chose, eh bien, ça va s'écraser comme du carton bon marché. Et bien sûr, une proue à éperon rend très difficile l'installation de canons de chasse à l'avant, entre autres. Il faut aussi prendre en compte la méthode de construction. Mais de manière générale, une proue à éperon n'est pas la meilleure forme pour un navire de guerre durable en bois. Alors que lorsque vous arrivez aux navires en fer, aux navires en acier, vous pouvez fabriquer une proue très fine, très pointue, pour mettre en avant votre capacité à tenir la mer et votre vitesse, supérieure à celle de la plupart des navires en bois. Parce que la durabilité du fer et de l'acier est considérablement supérieure dans la plupart des cas liés au combat. Le matériau influence fortement le choix de la forme de la coque. Votre armement peut également avoir un effet assez significatif sur votre choix de la forme de la coque. Par exemple, encore une fois, si l'on regarde l'époque de la voile, votre armement est principalement concentré sur vos bordées, mais il s'étend aussi presque, pas tout à fait, mais presque complètement de l'avant à l'arrière. Ce qui signifie que votre navire doit être capable de supporter le poids d'au moins un, voire plusieurs ponts d'artillerie sur toute sa longueur. Il y a aussi une raison de ne pas avoir une étrave très fine type clipper. Il faut de la flottabilité sur toute la longueur du navire pour soutenir l'armement. Dès l'apparition des canons en tourelle à la fin du 19e siècle, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, maintenant, vous avez la possibilité de concentrer votre armement au centre du navire. La plupart de cet armement, mais pas tout, car les canons en casemate existent toujours. Mais la plupart, surtout les plus lourdes, sont généralement installés en tourelle.
et elles sont généralement montées proportionnellement au navire, considérablement plus haut que les canons que l'on trouve normalement sur un vaisseau de ligne ou une frégate de l'époque de la voile. Maintenant, car ce poids lourd est centré près du centre du navire. Cela signifie que vous pouvez vous permettre de modifier la forme de la proue et de la poupe afin d'obtenir une meilleure vitesse, agilité, efficacité ou tout ce que vous souhaitez. Mais cela signifie aussi que vous devez avoir beaucoup de flottabilité au centre du navire pour supporter tout cela. Et cela signifie aussi que vous avez besoin d'une stabilité considérablement supérieure. Lorsque vous prenez en compte l'effet de l'armement sur le navire, j'ai mentionné l'armement du navire car il faut aussi considérer la centrale électrique. Dans un vaisseau de ligne, par exemple, la forme de la coque sous-marine, le volume de la coque sous-marine est principalement dicté par des préoccupations de stabilité et par le fait que vous avez de grandes voiles. Elle forme un très grand levier, donc vous voulez que le centre de gravité soit déplacé aussi bas que possible, d'où la coque à retour de Galbord. Avec les navires en fer et acier, des machines très lourdes sont placées bas dans le navire. Cela aide à maintenir le centre de gravité bas. Mais avec le temps, les navires en fer puis en acier commencent à perdre leur mât. Donc les grands leviers longs qui agissaient sur le navire ont disparu. Inversement, comme mentionné, l'armement est un peu plus haut, ce qui compense légèrement. Mais il faut aussi prendre en compte, avec la forme de votre coque, où la force de propulsion agit. Parce que si vous regardez votre centre de gravité de côté, si vos voiles, vos mâts vous propulsent bien vers l'avant sur un navire de l'époque de la voile, toute cette force propulsive vient bien au-dessus du centre de gravité. Maintenant, certes, c'est évident, les voiles tirent sur le mât, les mâts poussent sur la coque avance. Mais en général, par rapport au centre de gravité, il y a un petit effet de levier qui essaie d'enfoncer la proue de votre navire dans l'eau. Avec une proue arrondie, il est facile de résister à cela et on peut aussi lester le navire pour compenser. Cela influencera la conception de votre coque. Alors que si vous avez un navire à vapeur et que votre propulsion provient d'hélices à vis, montez à l'arrière du navire et très bas sous le centre de gravité, il y a une très légère action de levier qui pousse le navire vers le haut. Et cela va changer la forme de votre coque. Parce que maintenant, si votre proue est peut-être un peu trop fine, elle a peut-être sa propre flottabilité négative par section. Votre proue pourrait être tentée de s'enfoncer dans l'eau, ce qui change la surface totale de la coque dans l'eau et impose des contraintes au navire. Surtout parce que la plupart des navires à vapeur à cette époque. Nous parlons de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, où il y avait des concentrations de poids très importantes au centre du navire, avec machines et armement. Donc, si la proue s'abaisse, cela crée un point de contrainte sur la coque du navire, ce qui n'est pas bon. Inversement, si la proue est soulevée pendant que la poupe est tirée vers le bas, cela va poser d'autres problèmes. Vous ne voulez évidemment pas que la proue sorte trop de l'eau. C'est à peu près pour la même raison que vous ne voulez pas que votre poupe s'enfonce trop dans l'eau. Donc, vous ne voulez pas que votre proue soit trop flottante, mais en même temps, vous ne voulez pas qu'elle soit trop peu flottante non plus. Sinon, vous aurez des embruns et la mer qui passe par-dessus la proue, ce qui n'est pas bon. Donc, la méthode de propulsion est vraiment un facteur décisif. Pour les formes de coque, il y a aussi le franc-bord et la tenue à la mer. Comme nous l'avons mentionné, si vous avez une coque relativement basse, elle sera très stable. Mais dans de grosses vagues, où presque toutes les conditions sauf une mer d'huile avec une avance très lente, de l'eau passera par-dessus votre navire. Cela peut avoir des conséquences très négatives, même si l'eau ne pénètre pas dans votre navire. C'est ce qu'on appelle l'effet de surface libre, et cela peut affecter la stabilité générale de votre navire. Cela peut affecter l'efficacité globale de la propulsion de votre navire. Et, dans les pires cas, cet effet de surface libre peut provoquer le chavirement de votre navire. L'effet de surface libre, c'est essentiellement lorsque vous avez un élément de masse mobile, généralement dans ce cas évidemment de l'eau, qui agit indépendamment de la masse principale d'eau, c'est-à-dire la mer. Donc, si vous avez une grande quantité d'eau sur votre pont ou encore à l'intérieur de votre navire, toujours au-dessus d'un certain pont, eh bien, si votre navire est complètement à niveau, l'eau devrait en théorie être répartie et complètement nivelée elle aussi. Cela modifiera le centre de gravité global car cela fait désormais partie de la masse du navire et non plus de celle de la mer.
Cependant, si votre navire roule, l'eau étant liquide bougera, sauf si un obstacle majeur l'en empêche. Comme des cloisons, toute l'eau va s'écouler vers le côté du navire qui s'est incliné. Cela aggrave considérablement votre roulis ou votre tangage si l'eau se déplace d'avant en arrière, parce que vous avez maintenant tout ce poids supplémentaire qui est désormais déséquilibré d'un côté ou à une extrémité de votre navire. Mais il y a aussi sa propre inertie qui va dans cette direction, ce qui va exercer encore plus de force et risque de vous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Dans le meilleur des cas, cela pourrait simplement vous faire rouler un peu plus, peut-être tanguer un peu plus. Dans un scénario vraiment idéal, cela pourrait même atténuer l'effet de la mer sur vous. Parce que si l'effet de surface libre, disons, pousse votre proue vers le bas, en même temps qu'une vague de la mer pousse votre proue vers le haut, tant que votre proue peut supporter la contrainte des deux forces agissant dans des directions opposées. Votre tangage réel pourrait baisser, mais sur un navire endommagé, l'effet de surface libre pourrait aggraver la situation. Cela pourrait forcer le navire à agiter encore plus d'un côté ou de l'autre, ou à tanguer ou rouler davantage qu'il ne l'aurait fait autrement. Et cela pourrait exposer des ouvertures dans le navire, qu'elle souhaite d'origine ou créées récemment par des obus explosifs. Et cela pourrait laisser entrer plus d'eau ou le navire pourrait simplement chavirer malgré tout. Donc, dans l'ensemble, c'est généralement quelque chose à éviter. En construisant le navire au-dessus de l'eau, vous obtenez plus de franc-bord et une meilleure tenue à la mer. Cela affecte votre stabilité, ce qui reste une considération majeure dans la conception de la coque. La conception de nombreux navires de guerre du début du XXe siècle montre une tentative de compromis sur ce type de questions. Là, vous aurez une proue relativement haute parce que cela vous donne une bonne tenue à la mer, un bon franc-bord, mais plus à l'arrière, où la capacité à fendre les vagues n'est peut-être pas aussi nécessaire. Vous voulez économiser sur le déplacement et augmenter la stabilité. En abaissant un peu la coque, vous verrez maintenant un décrochement dans cette coque. Sur certains destroyers, seul le gaillard d'avant peut être surélevé, alors que sur les cuirassés et croiseurs de bataille, c'est aussi le cas. Cela peut s'étendre le long de la superstructure, souvent à la batterie de casemate. Il y aura aussi une marche descendante à l'arrière, près du pont arrière. Cependant, en ayant ce point de changement dans la structure de votre navire, vous créez une zone potentielle de contrainte. Car une partie de votre navire possède désormais des propriétés matérielles et structurelles très différentes du reste du navire, parce que c'est une poutre-caisson, contrairement aux autres, qui sont rectangulaires. Et donc, elles vont réagir légèrement différemment au même stimulus, comme par exemple l'action des vagues. Ce qui arrive si trop de contraintes se concentrent ici. Si les deux parties du navire réagissent trop différemment, qu'il y a trop de force ou que la structure est trop faible, cela peut provoquer des fissures dans la coque, ce qui n'est généralement pas souhaitable. Nous allons considérer deux derniers facteurs dans cette vidéo, car il s'agit de la conception de la coque. C'est un sujet sur lequel d'innombrables livres ont été publiés, et on pourrait en parler sans fin. Mais nous allons nous intéresser au virage et nous allons examiner les vortex, la friction et la résistance. Pourquoi le virage pourrait-il influencer la conception de votre coque? Eh bien, tout simplement, plus une coque est longue par rapport à sa largeur et à son tirant d'eau, plus il est difficile de la faire tourner. Et plus elle est courte, plus il est facile de la faire tourner, et par conséquent, plus un navire sera maniable. Vous pouvez essayer de modifier cela dans une certaine mesure en installant des gouvernails plus grands, et au final, évidemment, il y a un point central de rotation et un gouvernail qui agit à l'extrémité. Un navire beaucoup plus long exercera proportionnellement plus de force sur le navire qu'un gouvernail plus petit. Augmenter la taille ou le nombre de gouvernails aide à mieux faire tourner un navire long et fin. Mais peu importe à quel point vous pouvez agrandir le gouvernail de façon réaliste. Vous devez aussi prendre en compte que si vous appliquez une force dans une direction sur un navire qui essaie de tourner, alors tout ce qui se trouve de l'autre côté du centre de rotation pousse dans l'eau. Cela nous ramène à ce que nous avons dit au début sur la surface totale face à la direction du déplacement, car votre direction est désormais bâbord ou tribord. Du moins pour cet aspect particulier de votre vitesse. Et toute cette eau vous résiste maintenant.
Et oui, vous pouvez avoir un gouvernail au bout d'un très long levier à la poupe de votre navire. Mais toute cette eau qui vous résiste maintenant, la proue qui tourne se trouve aussi au bout d'un très long levier à l'autre extrémité de votre navire. Et la surface totale, disons, de toute votre proue est considérablement plus grande que la surface totale de votre gouvernail. Donc la résistance va être assez élevée et n'importe quel niveau de force réaliste que vous pouvez exercer va faire en sorte que le navire ne tourne que progressivement dans l'eau. Alors que sur un navire plus court, qui doit simplement déplacer beaucoup moins d'eau pour tourner par rapport à son déplacement total, il pourra tourner plus rapidement. Ceci reste une règle générale en supposant des formes de coque, taille ou nombre de gouvernails similaires, etc. Mais cela reste globalement vrai parce qu'en dehors de quelques rares astuces très sophistiquées, il est presque impossible de surmonter complètement cet inconvénient. Et donc vous finissez par devoir trouver un certain équilibre. Si vous voulez vraiment de la vitesse, vous allez devoir accepter que le vaisseau ne sera probablement pas très agile. Cependant, si vous voulez vraiment de l'agilité, vous allez devoir l'accepter aussi. Ce vaisseau sera sans doute moins rapide que d'autres concurrents similaires axés sur la vitesse. En général, les gens cherchent un compromis entre les deux en choisissant la coque qui sert le mieux leurs objectifs. Un exemple déjà cité sur la chaîne est l'examen des vaisseaux de troisième rang à l'époque napoléonienne. Les Français, par exemple, avaient tendance à construire un vaisseau de 80 canons pour un troisième rang. Il était assez rapide parce qu'il était un peu plus long par rapport à sa largeur qu'un vaisseau britannique de 74 canons. Les Britanniques ont adopté le 74 canons d'une génération précédente de troisième rang français, mais c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, le navire français aurait donc tendance à être un peu plus rapide, mais il serait moins agile. Le navire britannique, à moins que d'autres aspects, comme la forme de sa coque sous-marine, ne soient particulièrement bons, aurait tendance à être plus lent que le navire français, mais il serait considérablement plus agile. Donc, si vous étiez dans une poursuite, le navire français gagnerait généralement la course, qu'il s'agisse de fuir ou de poursuivre. En supposant que toutes les autres choses étaient en égal, ce qui évidemment, dans la plupart des cas, n'était pas le cas. Il y a beaucoup de variables, mais cela donnait au navire français un avantage inhérent, indépendamment des autres facteurs, lors d'une poursuite en ligne droite. Mais quand on se retrouvait dans une sorte de bataille de manœuvre à courte portée, comme à Trafalgar, au cap Saint-Vincent et ainsi de suite, la grande agilité des navires britanniques prenait alors tout son sens, notamment pour éviter rochers et bancs de sable. Pour notre discussion d'aujourd'hui, nous aborderons brièvement la friction, la résistance et les vortex. Maintenant, c'est l'une des parties, sinon la plus compliquée, de la conception de la coque. Donc ce sera forcément, encore une fois, un aperçu relativement bref, de type introductif. Mais en mettant de côté tous les autres facteurs que nous avons mentionnés, la forme réelle de votre coque sous l'eau peut faire une énorme différence sur le résultat final en termes de vitesse, de stabilité, etc. Cela se voit notamment avec les bassins d'essai et les modélisations de William Froude, célèbre chez les ingénieurs en hydraulique ou architecture navale pour le nombre de Froude. C'est une façon de décrire la résistance d'un navire ou d'un objet dans l'eau. Si vous avez déjà vu des essais en soufflerie, ils concernent souvent des carrosseries de voitures ou d'avions où l'on injecte de la fumée ou un autre indicateur visuel. Vous verrez qu'à mesure que le fluide, l'air, s'écoule sur l'objet, il a tendance à commencer à se désagréger. Dans certaines zones, le fluide va adhérer de très près à la forme de l'objet, quel qu'il soit. Mais ensuite, soit à mesure qu'il continue, soit lorsqu'il se détache de l'objet, vous commencez à avoir des perturbations et vous commencez à avoir des vortex. Et vous commencez à avoir des lignes qui s'enroulent en spirale vers toutes sortes d'endroits amusants. Maintenant, ce sont des indicateurs de résistance. Et la résistance va créer de la traînée, et la traînée va vous ralentir. Et bien sûr, encore une fois, votre coque se trouve dans un environnement 3D, sous l'eau. Donc ce n'est pas simplement une question d'avoir une forme effilée comme une aiguille, ou quelque chose de similaire. Parce que l'eau qui s'écoule sous votre navire est tout aussi importante que l'eau qui s'écoule le long des côtés de votre navire.
Maintenant, cette résistance qui est due à la friction est l'autre facteur majeur lorsqu'il s'agit de déterminer la vitesse d'un navire. Évidemment, la quantité d'eau que vous déplacez en premier lieu sera le facteur dominant dans pratiquement tous les cas. C'est pourquoi vous avez besoin de cette belle forme de coque fine et d'une petite surface transversale totale orientée vers l'avant. Mais il n'y a qu'une marge limitée d'action avant que votre navire ne devienne trop étroit et qu'il ne chavire, ou d'autres variantes du même genre. Et donc, là où les progrès vont principalement se faire à la fin du 19e et au début du 20e siècle, en matière de construction navale, c'est grâce à cette forme de coque sous-marine. Un exemple de l'ampleur de la différence que cela peut faire se voit dans certains des premiers cuirassés vraiment lourdement blindés. Vous avez donc la classe Caio Duilio de cuirassés que les Italiens ont construite. Ces navires pouvaient atteindre 15 nœuds avec un déplacement inférieur à 11 000 tonnes. Le navire de réponse que la Royal Navy a construit face au Caio Duilio était le Her Majesty's Ship Inflexible. Le Her Majesty's Ship Inflexible, qui pesait également un peu moins de 11 000 tonnes, pouvait aussi atteindre environ 15 nœuds, mais il était plus court et plus large que le Caio Duilio. En termes conventionnels, selon ce que nous venons d'apprendre, cela devrait signifier que l'inflexible devrait être plus lent avec la même centrale électrique, mais peut-être un peu plus agile. En réalité, l'inflexible avait une centrale bien moins puissante. L'inflexible avait environ 6500 chevaux contre un peu plus de 7700 chevaux pour le Caio Duilio. Donc les Caio Duilios ont une forme de coque légèrement meilleure en termes de rapport longueur-largeur et ils ont plus de puissance. Ils devraient donc aller plus vite, logiquement. Ils pèseraient à peu près autant que les inflexibles, mais non, en réalité, ils vont à peu près à la même vitesse. Alors pourquoi, alors que l'inflexible est plus court, plus trapu et possède des moteurs moins puissants, atteint-il la même vitesse? C'est l'un des premiers navires, voire le premier navire capital, conçu avec les méthodes de Froude pour affiner la forme de sa coque sous-marine. Et c'est une assez bonne illustration de l'importance que peut avoir ce type de test scientifique sur la forme de la coque sous-marine. Pour plus de plaisir avec les formes de coque, comme d'autres éléments mentionnés, ceux-ci peuvent réagir différemment selon la vitesse. Ainsi, une coque efficace à basse vitesse peut devenir inefficace à grande vitesse. Mais une forme de coque capable de se déplacer à des vitesses considérablement élevées, avec un certain degré d'économie de carburant et en utilisant moins de puissance, peut en réalité être très peu pratique à basse vitesse. Et encore une fois, c'est un sujet pour une toute autre vidéo, mais idéalement, lorsque vous parlez de l'eau qui s'écoule le long de votre coque, vous voulez le minimum possible de vortex et de perturbations de pression, afin de minimiser l'augmentation de la friction sur votre coque et donc d'optimiser votre vitesse. Vous faites face à un problème qui se situe à la poupe, car à la poupe, votre navire se termine. L'eau revient dans l'espace et le volume qui était occupé par votre navire, et cela va créer beaucoup de vortex. Maintenant, ces vortex ont tendance à avoir une pression quelque peu inférieure à celle de la mer environnante. Et cela exerce une force de traînée qui, en termes très simples, essaie essentiellement de ramener votre navire dans le vide qu'il vient de quitter. Maintenant, si vous détachez ces principales lignes d'écoulement de votre coque plus tôt, alors vous avez ce problème un peu moins. Mais vous avez aussi de nombreux tourbillons le long de la fin de la coque, augmentant la résistance. Ce n'est pas une solution idéale. L'une des façons de contourner ce problème, du moins à des vitesses plus élevées, c'est la poupe à tableau. La poupe à tableau, c'est quand on coupe en gros l'arrière du navire pour obtenir une section arrière complètement plate. Et cela, du moins lorsque vous vous déplacez à des vitesses plus élevées, permet à l'eau de longer la coque de façon bien fluide, ou du moins aussi fluide que possible, jusqu'au bout de votre navire. Et ensuite, ça se prolonge, et les deux lignes d'écoulement se rejoignent, sauf que maintenant elles se rejoignent plusieurs dizaines de pieds, espérons-le, derrière vous. Vous avez en quelque sorte trompé l'eau en lui faisant croire que le navire est plus long qu'en réalité. Donc la formation du vortex se produit, mais maintenant elle se produit bien derrière votre navire. Et la traînée qu'il exerce s'exerce principalement sur l'eau qui se trouve entre vous et les vortex. Vous rencontrez donc moins de résistance à votre progression.
Bien réussir la poupe à tableau est une question assez complexe. C'est pour cela qu'on ne le voit apparaître sur les navires de guerre qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mais, comme je l'ai dit, cela ne fonctionne vraiment que lorsque vous parlez de naviguer à grande vitesse, où votre navire peut dépasser la zone où ses lignes d'écoulement se rejoignent. Lorsque vous naviguez à basse vitesse, c'est en fait un léger inconvénient, parce que l'eau doit maintenant contourner un angle très aigu. Et cela crée pas mal de vortex, ce qui réduit donc votre efficacité à basse vitesse. Vous devez donc prendre une décision entre quelque chose comme un arrière à tableau ou un arrière plus traditionnel, plus pointu ou arrondi. Selon le régime de vitesse choisi et les compromis à faire sur la stabilité, la durabilité, etc., que vous allez devoir faire pour obtenir cet arrière à tableau, mais comme nous avons presque atteint l'heure, je pense que c'est probablement suffisant pour aujourd'hui. Passez en revue certains des nombreux facteurs qui influenceront votre choix de forme de coque. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'un ou plusieurs de ces facteurs en détail, eh bien, attention. Cela impliquera énormément de formules et de schémas en 3D, mais nous pourrons aborder cela à un moment donné dans un avenir proche. Mais j'espère que vous commencez à comprendre à quel point il est complexe, non seulement de choisir l'armement d'un navire, mais aussi de choisir la forme que prendra la coque et comment. Il n'existe pas de réponse unique. Parce que pour chaque situation donnée, chaque nation donnée, chaque environnement opérationnel donné et chaque période donnée, il y aura plusieurs réponses. Cela dépend exactement de ce que vous voulez faire avec un navire particulier. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.